Sarah Green n'avait jamais attendu de miracle. À 32 ans, elle était habituée depuis longtemps à ce que les hommes la regardent sans la voir, comme si elle faisait partie du mur ou d'un banc d'église, une présence nécessaire, mais invisible. Son visage était trop anguleux, ses pommettes saillantes et son nez un peu plus long qu'il n'aurait fallu. Ses yeux étaient gris, comme le haut d'un puits après la pluie, dépourvus de cette étincelle qui fait se retourner les hommes. Ses mains étaient fortes, habituées au travail, avec des callosités dans les paumes, à force de manier le manche d'une hache et les seaux d'eau. Sa silhouette était droite, sans les courbes chantées dans les romans. Elle vivait seule dans une petite maison à la lisière de Willow Bend, une ville perdue dans les collines du Wyoming. La maison lui venait de son père, mort 5 ans plus tôt d'une pneumonie. Sa mère, il était partie bien avant, quand Sarah avait 16 ans. Depuis, elle se débrouillait seule pour tout. Réparer le toit, fendre le bois, s'occuper d'un petit potager et de 3 poules. Elle gagnait sa vie en cousant. Il n'y avait pas d'autres couturières en ville. Et les femmes venaient la voir pour retoucher de vieilles robes ou confectionner une chemise pour leur mari. Sarah cousait bien. Ses doigts se mouvaient avec rapidité et assurance. Ses poings s'alignaient, réguliers comme des soldats en rang. Mais lorsque les clientes venaient chercher leur commande, elles s'attardaient rarement. Elle la remerciait brièvement, payait et repartait, sans jamais proposer de rester pour une tasse de thé. Sarah n'en était pas blessée. Elle avait compris depuis longtemps qu'il y avait dans ce monde des femmes avec qui l'on a envie de lier amitié et celles que l'on paie simplement pour un service. Elle faisait partie de la seconde catégorie. Ce jour-là commença comme tous les autres. La matinée d'octobre était fraîche, avec une légère brume qui rampait sur le sol et dissimulait les collines lointaines. Sarah se leva à l'aube, alluma le poêle, prépara son café et se mit au travail. Sur la table reposait la robe de laine marron de Madame Harrison. Il fallait en resserrer la taille et faire un ourlet. Sarah travaillait en silence, jetant seulement de temps à autre un regard par la fenêtre, où la brume se dissipait lentement. Vers midi, elle termina la robe et décida d'aller chercher de l'eau au ruisseau. L'eau du puits, dans sa cour, avait un goût de fer, et Sarah préférait celle, pure, du ruisseau qui coulait à 1/4 de mille de sa maison, au pied de la colline. Elle jeta un châle gris sur ses épaules, prit 2 seaux et s'engagea sur le sentier. Le ruisseau murmurait doucement, se cachant entre les pierres et les saules bas. Sarah s'accroupit, puisa de l'eau, la goûta. Elle était froide, pure, sans impureté. Elle remplit les 2 seaux et s'apprêtait à repartir, quand elle entendit un bruit étrange. Quelque chose entre un gémissement et un râle, provenant de sa gauche, des fourrés de saules. Sarah se figea. Sa première pensée fut un ours. Mais les ours ne gémissent pas ainsi. C'était une voix humaine, faible, à peine audible. Elle posa prudemment les seaux par terre et avança vers le son, écartant les branches. Un homme gisait au bord de l'eau, à moitié dans la boue, à moitié sur l'herbe. Son visage était pâle, presque gris, ses lèvres bleues. Sa chemise était imprégnée de sang sur la poitrine. Une tache sombre s'étalait de l'épaule gauche jusqu'au milieu de ses côtes. À côté de lui, un chapeau à large bord gisait, maculé de boue. Sarah le reconnut aussitôt. Jack Logan. Tout le monde à Willow Bend connaissait Jack Logan. Il était de ces hommes sur qui même les femmes mariées se retournent et qui font rougir et baisser les yeux aux jeunes filles. Grand, les épaules larges, avec des traits qui semblaient sculptés au ciseau. Ses cheveux sombres étaient toujours un peu en désordre. Ses yeux verts, parsemés d'étincelles dorées quand il souriait. Et il souriait souvent, avec aisance et franchise, comme un homme habitué à ce que le monde l'accueille avec joie. Jack travaillait au ranch des Thompson, l'un des plus grands du comté. C'était le meilleur cavalier, capable de dompter les chevaux les plus récalcitrants. Et il tirait si juste qu'il avait remporté tous les prix au dernier concours de la fête de l'indépendance. Les femmes se soupiraient en le regardant, les hommes lui tapaient sur l'épaule et l'invitaient à boire un whisky. Il était le favori de la ville,
le garçon en or à qui tout réussissait. Et voilà que ce garçon en or gisait devant Sarah, dans la boue, se vidant de son sang. Elle s'agenouilla près de lui, sans se soucier de la jupe de sa robe marron qui absorbait l'humidité du sol. Ses doigts cherchèrent un pouls à son cou. Il était faible, irrégulier, mais il battait encore. Sa respiration était rapide, superficielle. Sarah écarta doucement les bords de sa chemise. La blessure se trouvait à l'épaule gauche, juste en dessous de la clavicule, une blessure par balle. La balle avait traversé, laissant 2 orifices d'où le sang suintait lentement. « Monsieur Logan », appela-t-elle doucement en se penchant vers lui. « Monsieur Logan, vous m'entendez » Ses paupières tremblèrent, puis s'entr'ouvrirent. Ses yeux verts regardaient dans le vide sans paraître la voir. « Aidez-moi » croissa-t-il. Sa voix était rauque, à peine audible. « S'il vous plaît. »« Je suis là » dit Sarah, s'efforçant de parler calmement, bien que son cœur battît dans sa gorge. « Je vais vous sortir de là. » Elle évalua rapidement la situation. Jack était un homme de grande taille, grand et lourd. Sa maison se trouvait à 1/4 de mille, par un sentier étroit et accidenté. Le traînait, mais cela risquait d'aggraver l'hémorragie. Le laisser ici pour courir chercher de l'aide, le temps qu'elle atteigne la ville, trouve quelqu'un et revienne. 1 heure ou plus pourrait s'écouler. D'ici là, il se serait vidé de son sang ou serait mort de froid. La température baissait, et il était couché dans des vêtements trempés. Sarah pinça les lèvres. La décision vint rapidement, comme toujours dans les moments critiques. Elle arracha son châle, le roula en un tampon serré et le pressa contre la blessure de Jack, tentant d'arrêter le saignement. Il gémit, mais ne rouvrit pas les yeux. « Tenez bon, dit-elle, je vais vous ramener chez moi. » Elle savait qu'elle n'y arriverait pas seule. Mais à 200 yards du ruisseau, un peu plus haut sur la pente, se trouvait une vieille cabane de chasse où dormaient parfois chasseurs et voyageurs. Si elle parvenait à y traîner Jack, à allumer un feu, à stopper l'hémorragie, il aurait une chance de survivre jusqu'à l'au matin. Et au matin, elle courait en ville chercher un médecin. Sarah se releva, passa derrière Jack, le prit sous les aisselles et tira. Il était lourd, incroyablement lourd. Les muscles de ses bras se tendirent. Son dos la fit souffrir. Mais elle tira, pas à pas, sans s'arrêter. La boue clapotait sous ses pieds, les branches lui fouettaient le visage. Mais elle n'y prêtait pas attention. Elle le traîna à travers les fourrés, le long de la pente, vers la cabane, s'arrêtant tous les quelques yards pour reprendre son souffle. Quand ils atteignirent enfin la cabane, Sarah était trempée de sueur, ses mains tremblaient de fatigue. Elle ouvrit la porte d'un coup de pied, traîna Jack à l'intérieur et le déposa sur une vieille couchette poussiéreuse contre le mur. Puis elle se redressa, s'appuya contre le chambranle et ferma les yeux un instant, simplement pour respirer. Il faisait froid dans la cabane, qui sentait le vieux bois et la moisissure. Sarah regarda autour d'elle. Un foyer dans un coin, quelques bûches, une vieille couverture sur une étagère. Elle alluma rapidement un feu, ajouta du bois, et bientôt la petite pièce se remplit de chaleur. Maintenant, il fallait s'occuper de la blessure. Sarah retourna au ruisseau, remplit un seau d'eau propre, trouva de la mousse sèche et revint à la cabane. Jack gisait immobile, sa respiration encore plus rapide et superficielle. Sarah lui retira sa chemise, en essayant de ne pas lui causer de douleur superflue. La blessure était vilaine. Les bords étaient déchirés. Le sang suintait encore, bien que moins abondamment. Elle nettoya la plaie avec de l'eau claire, y pressa de la mousse pour arrêter le saignement, puis déchira le bas de son jupon en longues bandes et pansa fermement l'épaule de Jack. Ses mains se mouvaient avec rapidité et assurance. Elle avait souvent aidé son père lorsqu'il se blessait au travail, soignant des coupures, des contusions, et remettant même une fois une luxation. Quand elle eut terminé, Jack ouvrit les yeux. Cette fois, son regard était plus conscient. Il la fixa pendant plusieurs secondes, comme pour essayer de comprendre où il était et qui se trouvait devant lui. « Merci » souffla-t-il.
Sa voix était encore faible, mais plus distincte. « Qui êtes-vous? Qui êtes-vous » ? « Sarah Green », répondit-elle en s'essuyant les mains sur ce qui restait de son jupon. « Je vis non loin d'ici. Je vous ai trouvé près du ruisseau. » Il hocha la tête, mais même ce simple geste semblait lui coûter un effort. « On m'a tiré dessus, » dit-il lentement. « Trois hommes m'ont attaqué sur la route de Chesterton. Ils voulaient mon cheval et mon argent. Je me suis défendu, mais j'ai pris une balle dans l'épaule. Mon cheval a eu peur, il m'a désarçonné. Je me souviens être tombé. Et après, je ne me souviens pas comment je suis arrivé jusqu'au ruisseau. » Sarah écoutait en silence. Les bandits de grand chemin n'étaient pas rares. Le Far West était un endroit dangereux, surtout pour ceux qui voyageaient seuls. « La balle a traversé, dit-elle. C'est une bonne chose. Mais vous avez perdu beaucoup de sang. Il vous faut un médecin. »« Un médecin, » répéta-t-il avec un faible sourire. « Il n'y a pas de médecin à Willow Bend. Le vieux Thompson est mort au printemps dernier, et personne n'a été envoyé pour le remplacer. » Sarah le savait. Depuis 6 mois, la ville n'avait plus de médecin, et les gens se débrouillaient comme ils pouvaient. Certains allaient à Chesterton, mais c'était un voyage de 2 jours. « Alors il faudra me faire confiance, » dit-elle. « Je m'y connais un peu. Je veillerai à ce que la plaie ne s'infecte pas, à ce que la fièvre ne monte pas. Si ça tourne mal, j'irai à Chesterton chercher un médecin. » Jack la regarda longuement. Pour la première fois depuis toutes ces années qu'elle le voyait en ville, il la regardait vraiment, pas à travers elle, pas à côté, mais droit dans les yeux. Sarah sentit quelque chose se serrer en elle. Elle n'était pas habituée à une telle attention. « Pourquoi faites-vous ça ?» demanda-t-il doucement. « Je ne vous connais même pas. Vous êtes un être humain, » répondit simplement Sarah, « et vous avez besoin d'aide. N'est-ce pas suffisant ?» Il ne répondit rien, se contentant de la regarder. Puis il hocha lentement la tête et ferma les yeux. Sarah le couvrit avec la vieille couverture, ajouta des bûches dans le foyer et s'assit par terre à côté de la couchette. Elle passa toute la nuit là, sans fermer l'œil, vérifiant le pouls de Jack, changeant son pansement, lui humectant le front avec de l'eau quand la fièvre commençait à monter. Il délirait, prononçant des bribes de phrases, des noms qu'elle ne connaissait pas. Elle écoutait en silence, rajustant la couverture, lui donnant à boire. Vers le matin, la fièvre tomba. Jack dormait plus calmement, sa respiration était devenue régulière. Sarah changea prudemment le pansement, il y avait très peu de sang, les bordes de la plaie commençaient à se refermer. Elle poussa un soupir de soulagement. Lorsque les premiers rayons du soleil matinal pénétrèrent à travers les fentes des murs de la cabane, Sarah s'autorisa à fermer les yeux un court instant. Jack fut réveillé par la douleur, une douleur aiguë et lancinante dans l'épaule gauche, qui irradiait dans tout son corps à chaque inspiration. Sa tête lui faisait mal, sa bouche était sèche, comme s'il avait avalé du sable. Il ouvrit les yeux et mit quelques secondes à comprendre où il se trouvait. Le plafond était bas, en bois, noirci par le temps et la moisissure. Les murs, également en bois, présentaient de larges fentes par lesquelles filtrait la lumière du jour. Il était allongé sur une couchette étroite et grinçante, couvert d'une vieille couverture qui sentait le renfermer et la fumée. Dans un coin, un feu crépitait dans un petit foyer. Mais il n'y avait rien d'autre, ni meubles, ni affaires, juste des murs nus et un sol poussiéreux. Une cabane, une vieille cabane de chasse. Les souvenirs lui revinrent par bribes. La route de Chesterton, 3 cavaliers, un coup de feu, la chute, les gammes, l'eau glacée du ruisseau, un visage de femme penché sur lui. Jack tenta de se redresser, mais la douleur lui transperça l'épaule avec une telle violence qu'il gémit et se laissa retomber. La porte de la cabane grinça, et il tourna la tête. Sarah Green se tenait sur le seuil, un petit baluchon à la main. Elle portait la même robe vert foncé que la veille, mais le bas en était encore plus sale,
et quelques mèches de cheveux s'étaient échappées de son chignon. Son visage était pâle, cerné de noir. Elle n'avait visiblement pas dormi de la nuit. « Vous êtes réveillé ?» dit-elle en entrant et en refermant la porte. « C'est une bonne chose. Comment vous sentez-vous » ? « Comme si une diligence m'était passée dessus, » souffla Jack. Sa voix était rauque, chaque mot lui demandait un effort. Sarah s'approcha, défit le baluchon et en sortit plusieurs paquets, une tasse en fer blanc et une bouteille d'eau. « J'ai fait un saut chez moi, » expliqua-t-elle. « J'ai apporté de l'eau, un peu de nourriture et des bandages propres. Il n'y avait rien ici, à part du bois et cette vieille couverture. » Elle versa de l'eau dans la tasse et la porta à ses lèvres. Jack but quelques gorgées avides. L'eau était froide, pure, et il sentit la vie revenir lentement en lui. « Merci, » dit-il quand elle retira la tasse. « Depuis combien de temps suis-je ici ?»« Depuis hier midi, » répondit Sarah en posant la tasse par terre. « Nous sommes déjà au milieu de l'après-midi. Vous avez dormi près de 24 heures. Vous avez eu une forte fièvre cette nuit. Vous avez déliré. J'ai cru que je devrais courir à Chesterton chercher un médecin, mais la fièvre est tombée à l'aube. » Jack hocha la tête. Il se souvenait vaguement de la nuit, des bribes de vision, des voix, des visages. Et son visage à elle, penché sur lui, un linge frais sur son front, une voix douce qui l'apaisait dans l'obscurité. « Vous n'avez pas dormi de la nuit ?»« Non, » répondit-elle simplement en déballant un des paquets. « Je ne pouvais pas vous laisser seul. Avec une telle blessure, tout peut arriver, une inflammation, une infection du sang, un arrêt respiratoire. Il fallait surveiller. » Elle sortit du paquet quelques morceaux de pain et de la viande séchée. « Ce n'est pas grand-chose, » dit-elle, « mais pour l'instant, il ne vous faut pas de nourriture lourde. Du pain et un peu de viande, cela suffira à vous redonner des forces. » Jack regarda la nourriture et se rendit compte qu'il avait faim. Il n'avait rien mangé depuis la veille de son agression, et son estomac se contracta douloureusement à la vue du pain. Il essaya de prendre un morceau de la main droite, mais constata que même ce simple mouvement lui faisait mal. Son corps tout entier semblait pétrifié par la tension et la perte de sang. Sarah remarqua sa difficulté. Sans un mot, elle prit le pain, en rompit un petit morceau et le porta à ses lèvres. Jack voulut refuser, dire qu'il pouvait se débrouiller seul, mais quelque chose dans son regard calme et déterminé le retint. Il ouvrit la bouche et la laissa le nourrir. Ils restèrent au silencieux. Sarah le nourrissait lentement, patiemment, puis lui donnait à boire. Jack observait son visage, essayant de deviner ce qu'elle ressentait. Mais son expression était impénétrable. Seules ses mains trahissaient sa fatigue. Ses doigts tremblaient légèrement. Ses mouvements étaient plus lents que d'habitude. Quand il eut fini de manger, Sarah s'essuya les mains sur sa robe et lui versa de nouveau de l'eau. « Je dois examiner votre blessure, » dit-elle. « Vérifier qu'il n'y a pas d'inflammation. » Jack hocha la tête. Sarah écarta doucement la couverture et commença à défaire le bandage sur son épaule. Il reconnut le tissu, des bandes déchirées dans une jupe. La sienne, vraisemblablement. Ses mains étaient sûres, ses gestes précis. Ce n'était clairement pas la première fois qu'elle faisait cela. Une fois le bandage retiré, Jack regarda la plaie. Elle était effrayante, 2 orifices sombres, entourés d'ecchymoses et de sang séché. Mais les bords étaient propres, sans rougeur ni puce. « C'est bien, » dit Sarah à voix basse, en palpant doucement la peau autour de la blessure. « Pas d'inflammation pour l'instant. Si vous tenez encore 2 jours sans fièvre, ça devrait aller. » Elle sortit de son baluchon un linge propre, l'humecta 2 seaux et nettoya la plaie. Jack se mordit la lèvre pour retenir un gémissement. Le contact était douloureux, même si Sarah faisait de son mieux pour être délicate. Puis elle appliqua un linge sec et pansa de nouveau l'épaule avec des bandages frais. « Voilà, » dit-elle en rajustant la couverture. « Maintenant, vous devez vous reposer. » Jack la regarda tandis qu'elle rangeait
les restes de bandages dans son baluchon. Il se souvint de l'avoir vue en ville, toujours à l'écart, toujours seule, les yeux toujours baissés. La couturière, Sarah Graine, que tout le monde connaissait, mais que personne ne remarquait. Et maintenant, elle était assise là dans cette cabane froide, après avoir veillé toute la nuit sur lui, un homme à qui elle n'avait jamais adressé la parole. « Pourquoi faites-vous ça ?» demanda-t-il doucement. Sarah s'immobilisa. Elle resta silencieuse quelques instants, sans lever les yeux. Puis elle se tourna lentement vers lui. « Vous me l'avez déjà demandé hier, dit-elle. Et vous n'avez pas vraiment répondu. » Sarah s'assit au bord de la couchette, les mains jointes sur ses genoux. Son regard était direct, sans l'ombre d'une gêne. « Parce que vous êtes un être humain, dit-elle simplement, et vous aviez besoin d'aide. Je ne pouvais pas passer mon chemin. Beaucoup l'auraient fait. Peut-être, acquiesça-t-elle, mais pas moi. Mon père était médecin dans l'armée avant de s'installer ici. Il m'a appris à soigner les plaies, à faire des compresses, à reconnaître les symptômes des maladies. Il disait que si l'on possède une connaissance qui peut sauver une vie, on n'a pas le droit de ne pas s'en servir. Jack écoutait, et quelque chose changeait en lui. Il était habitué à ce que les gens l'admirent, le recherchent, désirent en sa compagnie. Mais c'était différent. Sarah ne l'aidait pas parce qu'il était Jack Logan, le favori de la ville, le bel homme, le vainqueur des concours. Elle l'aidait parce que c'était la chose à faire. Parce qu'il était un homme qui avait besoin d'aide. « Les gens en ville savent que je suis ici ?» demanda-t-il. « Non, » répondit Sarah. « Je ne suis pas allé en ville. Mais j'irai cet après-midi pour dire au ranch des Thompson que vous êtes en vie et en voie de guérison. » Ils s'y doivent s'inquiéter, dit Jack à voix basse. J'aurais dû rentrer avant-hier soir. Demain, vous pourrez leur parler vous-même, si vous avez retrouvé vos forces, dit Sarah. Pour aujourd'hui, reposez-vous. Elle se leva, s'approcha du foyer et ajouta du bois. Le feu s'embrassa, remplissant la cabane de chaleur. Jack regarda son dos, la façon dont ses épaules bougeaient sous la robe vert foncé, et pensa à quel point il connaissait peu la vie des autres. « Vous avez toujours vécu à Willow Bend ?» demanda-t-il. Sarah se retourna, les sourcils haussés de surprise. Apparemment, elle ne s'attendait pas à ce qu'il l'interroge sur elle. « Oui, » répondit-elle. « Je suis née ici. Mon père s'est installé après la guerre. Il a pu acheter la maison, a épousé ma mère. Elle était de la fille du forgeron local. J'ai grandi ici et j'ai toujours pensé que je partirais un jour. Mais ensuite, ma mère est morte, puis mon père, et je suis resté. » Et pourquoi n'êtes-vous pas parti après? N'aviez-vous pas envie de refaire votre vie ailleurs? Sarah parut réfléchir. Son regard devint absent, comme si elle regardait au loin. L'envie était là, dit-elle lentement, mais pas le courage. Je savais qu'ici, au moins, j'avais des repères, une place. Ailleurs, dans une autre ville, je n'aurais été qu'une étrangère sans famille, sans relation, sans avenir. Ici, au moins, j'ai une maison, un travail, des gens qui savent qui je suis, même s'ils ne s'intéressent pas vraiment à moi. Il n'y avait aucun apitoiement dans sa voix, seulement une acceptation calme de la réalité. Jack écoutait et sentait monter en lui un étrange sentiment. De la honte, peut-être. Honte de ne jamais avoir pensé à de telles choses. D'avoir pris pour acquis l'admiration et l'attention qui lui étaient offertes simplement parce qu'il avait eu la chance de naître avec un physique agréable. « Vous cousez ?» demanda-t-il, se souvenant qu'elle y était couturière. « Oui, » acquiesça Sarah. « Je fais des robes, des chemises, je répare de vieux vêtements. Ça ne rapporte pas beaucoup, mais assez pour vivre. Vous aimez ça ?» Sarah eut un petit rire. « Si j'aime coudre, je ne sais pas. C'est simplement ce que je sais faire. Ma mère m'a appris quand j'avais 10 ans. Elle disait qu'une femme a toujours besoin de savoir tenir une aiguille. Il s'est avéré qu'elle avait raison.
Ils se turent. Jack sentit la fatigue l'envahir de nouveau. Ses paupières s'alourdirent, ses pensées s'embrouillèrent. Il voulait demander autre chose, dire quelque chose, mais les mots lui échappaient. « Reposez-vous », entendit-il sa voix, comme si elle venait de loin. « Je vais rester ici, veiller sur le feu. » Il ferma les yeux et sombra dans le sommeil. Quand il se réveilla de nouveau, il faisait sombre dans la cabane. Seule la faible lueur du feu éclairait la pièce. Jack tourna la tête et vit Sarah. Elle était assise près du foyer, le dos contre le mur, et somnolait. Sa tête était penchée sur le côté, ses mains reposaient inertes sur ses genoux. Dans la pénombre, son visage paraissait épuisé, ses lèvres entr'ouvertes, sa respiration régulière. Jack la regarda et sentit quelque chose de chaud et d'inconnu s'agiter en lui. De la gratitude? Non, c'était plus que ça. Quelque chose qu'il ne pouvait nommer, mais qui faisait battre son cœur un peu plus vite. Elle dormait, assise contre le mur d'une cabane froide, parce qu'elle lui avait laissé l'unique couchette. Elle n'avait pas dormi depuis 2 nuits, veillant sur lui, un homme qui ne lui avait même jamais dit bonjour dans la rue. Jack ferma les yeux. Pour la première fois de sa vie, il sentit que quelqu'un faisait quelque chose pour lui, non pas parce qu'il était beau ou célèbre, mais simplement parce que c'était la chose à faire. Et ce sentiment était étrange, effrayant et étonnamment chaleureux à la fois. Le 3e jour, Jack se réveilla l'esprit clair. La douleur à l'épaule était toujours présente, mais elle était devenue sourde, supportable, loin de la douleur aiguë et lancinante qui l'avait tourmenté auparavant. Il bougea prudemment les doigts de sa main droite, puis de la gauche. Tout fonctionnait. Lentement, surmontant un vertige, il se souleva sur un coude et regarda autour de lui. Sarah était assise près du foyer, démêlant une pelote de fil. La lumière du matin filtrait à travers les fentes des murs, éclairant sa silhouette. Aujourd'hui, elle portait une autre robe, gris foncé, presque noire, avec un col montant et de longues manches. Une robe de deuil, pensa Jack, probablement celle qu'elle avait portée après la mort de son père et qu'elle n'avait jamais rangée. « Bonjour », dit-il, et sa voix sonna beaucoup plus assurée que la veille. Sarah se retourna et une lueur de surprise passa sur son visage. « Vous êtes assis ?» dit-elle en se levant. « C'est bien. Cela veut dire que vos forces reviennent. » Elle s'approcha, s'assit au bord de la couchette et posa la paume de sa main sur son front pour vérifier sa température. Son contact était frais, assuré. Jack retint involontairement sa respiration. Il n'était pas habitué à une telle proximité. Pas une proximité enjouée ou coquette, mais simplement humaine, attentionnée. Pas de fièvre, constata Sarah en retirant sa main. C'est bon signe. Comment va l'épaule ? Elle fait mal, mais c'est supportable, répondit Jack. Je me sens beaucoup mieux qu'hier. Alors aujourd'hui, j'irai en ville, dit Sarah, pour dire au ranch que tout va bien. J'apporterai aussi plus de nourriture et des vêtements propres pour vous. Vous ne pouvez pas rester dans cette chemise ensanglantée. Jack regarda sa chemise déchirée et imbibée de sang, qui gisait dans un coin, et hocha la tête. « Depuis combien de temps je vous retiens ?» demanda-t-il doucement. « Vous avez du travail, des commandes. Vous ne pouvez pas rester ici avec moi indéfiniment. » Sarah haussa les épaules. « Le travail attendra. Mais vous, non. Encore un jour ou 2, et vous pourrez rentrer chez vous. Soyez patient. » Elle ramassa le paquet de bandages sales, vérifia qu'il y avait assez de bois dans le foyer, versa de l'eau dans une tasse et la posa près de la couchette. « Je serai de retour dans quelques heures, » dit-elle. « Essayez de ne pas vous lever sans nécessité. Si le saignement reprend, appuyez un linge propre sur la plaie. J'en ai laissé un sur l'étagère. » Jack hocha la tête, la regardant enfiler un châle marron usé et se diriger vers la porte. « Sarah, l'appela-t-il, et elle se retourna. « Merci. Pour tout. » Elle le regarda longuement, puis esquissa un faible sourire, le premier qu'il voyait sur son visage.
De rien, monsieur Logan, dit-elle avant de sortir. Jack resta seul. Le silence de la cabane était assourdissant après 2 jours passés en sa présence. Il n'entendait que le crépitement du bois dans le foyer et le murmure du vent dehors. Il se laissa retomber lentement sur la couchette et fixa le plafond. 3 jours plus tôt, sa vie était simple et claire. Il travaillait au ranch, domptait des chevaux, participait à des concours de tir, buvait du whisky avec les gars le samedi et laissait les filles de la ville flirter avec lui. La vie coulait facilement, sans effort, comme une rivière en plaine. Il ne se demandait pas ce que les autres ressentaient, ne s'interrogeait pas sur la justice ou le sens des choses. Il vivait, simplement, profitant de ce que le monde s'offrait à lui comme une invitation. Et maintenant, il était allongé dans une cabane froide, blessé, faible, dépendant d'une femme qu'il n'avait jamais remarquée. Et cette femme faisait pour lui plus que quiconque n'avait jamais fait dans toute sa vie. Pas parce qu'il lui plaisait, pas parce qu'elle voulait quelque chose en retour, mais simplement parce que c'était la chose à faire. Jack ferma les yeux et essaya de se souvenir de la dernière fois que quelqu'un avait fait quelque chose pour lui de manière désintéressée. Pas parce qu'il était Jack Logan, le bel homme, le favori, mais simplement parce qu'il était un homme qui avait besoin d'aide. Il ne put se souvenir d'une seule fois. Le temps s'étirait lentement. Jack somnolait, se réveillait, buvait de l'eau, se rendormait. La douleur à l'épaule s'intensifiait, puis s'apaisait. Il essayait de ne pas bouger brusquement, se souvenant de l'avertissement de Sarah concernant le saignement. Par la fenêtre, il voyait le soleil monter dans le ciel, les ombres se déplacer sur le sol. Quelque part au-delà des murs de la cabane, les oiseaux chantaient, les arbres bruissaient, la vie suivait son corps. Sarah revint quand le soleil était déjà haut. Elle semblait fatiguée. Ses joues étaient rouges de sa marche rapide. Elle portait un grand baluchon, visiblement lourd. « J'ai apporté à manger ?» dit-elle en posant le baluchon par terre. « Et des vêtements pour vous. Monsieur Harrison m'a donné une vieille chemise de son fils. Il fait à peu près votre taille. Et un pantalon aussi. » Jack se souleva sur un coude. « Comment ça va au ranch? Qu'est-ce qu'ils ont dit ?» Sarah s'assit au bord de la couchette, secouant la poussière de sa robe. « Monsieur Thompson était très inquiet, dit-elle. Quand je lui ai dit que vous étiez en vie, il a failli pleurer. Il voulait venir tout de suite, mais je l'en ai dissuadé. Je lui ai dit que vous aviez besoin de repos, que vous viendriez vous-même dans un jour ou 2. Il vous a donné ça. » Elle sortit de la poche de sa robe une petite bourse en cuir et la tendit à Jack. « Il a dit que c'était votre paie pour ce mois-ci, et il m'a demandé de vous dire que votre travail vous attend quand vous serez rétabli. » Jack prit la bourse, sentant le poids des pièces à l'intérieur. Le vieux Thompson avait toujours été un patron juste. Mais, en cet instant, cette simple attention le toucha plus que d'habitude. « Et en ville, que dit-on » demanda-t-il. Sarah se détourna, commençant à déballer son paquet. « On dit diverses choses, » répondit-elle évasivement. « Certains sont heureux que vous soyez en vie. D'autres s'étonnent que ce soit moi qui vous ai trouvé. Et d'autres vous condamnent, » termina Jack à sa place. Sarah s'immobilisa, puis hocha lentement la tête. « Madame Parker a dit qu'il était inconvenant pour une femme non mariée de soigner un homme étranger, » dit-elle à voix basse, « que les gens pourraient être mal interprétés. Mais peu m'importe ce que pensent les gens. Moi, j'ai fait ce que je devais faire. » Jack sentit la colère monter en lui. Madame Parker, cette vieille commère qui passait ses journées sur son porche à juger tout le monde. Bien sûr, elle avait trouvé une raison de le condamner. « Je suis désolé, » dit-il. « C'est à cause de moi que vous avez des ennuis. »« Ce n'est pas votre faute, » répondit Sarah en sortant du baluchon du pain enveloppé dans un linge, un pot de confiture, un morceau de fromage et de la viande fumée. « Les gens trouveront toujours une raison de juger les autres, surtout ceux comme moi. »« Ceux comme vous ?» Sarah le regarda droit dans les yeux.
les vieilles les filles qui vivent seules et ne connaissent pas leur place, dit-elle avec un sourire amer. Pour de telles femmes, l'espace dans ce monde est très étroit. Nous devons être silencieuses, discrètes, ne pas nous faire remarquer, ne pas attirer l'attention. Et moi, j'ai sorti le beau Jack Logan du ruisseau, je l'ai soigné dans une cabane, seul avec lui. Bien sûr, c'est un scandale. Il y avait de la dérision dans sa voix. Mais Jack entendait la douleur sous-jacente. La douleur de l'injustice, du fait que le monde juge les gens sur leur apparence et leur statut, et non sur leurs actes. Alors qu'il juge, dit-il fermement, vous m'avez sauvé la vie, et si quelqu'un ne le comprend pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez eux, pas chez vous. Sarah le regarda, surprise, comme si elle ne s'attendait pas à de tels mots. Puis elle se détourna et se mit à couper le pain. Ils mangèrent en silence. Jack sentait ses forces revenir avec chaque bouchée de pain, chaque gorgée d'eau ici. Sa tête s'éclaircissait, son corps devenait plus docile. Il comprenait qu'il pourrait bientôt se lever, marcher, retourner à sa vie normale. Mais, chose étrange, il n'était pas pressé. Il voulait rester ici encore un peu, dans cette cabane froide, près de cette femme silencieuse, qui lui avait ouvert les yeux sur ce qu'il avait été toutes ces années. « Parlez-moi de vous », demanda-t-il quand ils eurent fini de manger. « De votre vie, de ce que vous aimez, de ce dont vous rêvez. » Sarah le regarda avec méfiance. « Pourquoi cela vous intéresse-t-il ?»« Parce que je veux savoir, » répondit simplement Jack. « Parce que j'ai passé 3 jours avec vous et que j'en sais moins sur vous que sur un compagnon de voyage fortuit dans une diligence. Et ce n'est pas juste. » Sarah resta longtemps silencieuse, les yeux fixés sur le feu. Puis elle commença à parler lentement. « J'ai 32 ans, dit-elle à voix basse. Je vis seule depuis 5 ans. Je me lève à l'aube, j'allume le poêle, je prépare le petit déjeuner. Puis je m'assois pour coudre et je travaille jusqu'à midi. Après le déjeuner, je vais au potager s'il fait beau, ou je continue de coudre s'il fait froid. Le soir, je prépare le dîner. Je lis s'il y a un livre, ou je reste assise à la fenêtre à regarder le jour s'éteindre. Le dimanche, je vais à l'église, je m'assois au dernier rang, j'écoute le sermon et je pars sans parler à personne. Voilà toute ma vie, ennuyeuse, monotone, prévisible. « Et qu'est-ce que vous aimez ?» demanda Jack. « Qu'est-ce qui vous apporte de la joie ?» Sarah réfléchit. « Le petit matin, quand il n'y a encore personne dans les rues, et que je peux marcher sans craindre de croiser un regard. L'odeur du pain qui cuit dans le four, la vue des collines au coucher du soleil, quand elles deviennent violettes et dorées en même temps. Le moment où je termine une robe, et que je vois que le résultat est c'est beau, droit, soigné. Voilà ce qui m'apporte de la joie. » Jack écoutait, et chacun de ces mots se gravait dans sa mémoire. Il comprenait qu'elle parlait de choses simples, quotidiennes, mais qui pour elle étaient précieuses, parce que c'était tout ce qu'elle avait. « Et de quoi rêvez-vous » demanda-t-il. Sarah eut un petit rire. De quoi peut rêver une vieille fille? D'un mari? D'enfants? Il est trop tard pour de tels rêves. J'ai compris depuis longtemps que ma vie est ce qu'elle est, et que je ne la changerai plus. « Mais quand même, insista Jack, si vous pouviez changer quelque chose, ce serait quoi ?» Sarah resta longtemps silencieuse. Puis, doucement, presque en un murmure, elle dit « J'aimerais qu'au moins une personne me regarde et voie, non pas une couturière laide, mais simplement une femme. Avec des sentiments, des pensées, une âme. J'aimerais que quelqu'un veuille me parler, non pas parce qu'il a besoin de faire retoucher une robe, mais juste comme ça. J'aimerais ne pas me sentir invisible. » Sa voix trembla sur les derniers ces mots, et elle se tut, se détournant brusquement. Jack vit ses épaules se raidir, ses mains se serrer en poing, luttant contre l'émotion qui la submergeait. Il tendit la main et toucha doucement la sienne.
Sarah sursauta, mais ne retira pas sa main. « Je vous vois, » dit Jack doucement. « Maintenant, je vous vois. Et je suis désolé de ne pas vous avoir vu plus tôt. » Sarah se tourna vers lui. Des larmes non versées brillaient dans ses yeux gris. « Ne dites pas ce que vous ne pensez pas, monsieur Logan, dit-elle. Vous allez guérir, retourner à votre vie, et tout cela sera oublié. Je ne vous en veux pas. Simplement, ne promettez pas ce que vous ne pouvez pas tenir. » « Je ne promets rien, » objecta Jack. « Je dis que je vous vois, maintenant, à cet instant, et je vous suis reconnaissant non seulement de m'avoir sauvé la vie, mais aussi de m'avoir montré qui j'étais. Aveugle, égocentrique, stupide. » Sarah sourit faiblement à travers ses larmes. « Vous n'étiez pas stupide, dit-elle. Vous viviez simplement comme la plupart des gens. Les gens voient ce qui est en surface. Rares sont ceux qui regardent plus profondément. Vous regardez, dit Jack. Parce que je n'ai pas eu de chance avec la surface, répondit Sarah avec un sourire amer. Si j'avais été belle, peut-être que je n'aurais pas regardé plus profondément non plus. Jack secoua la tête. Je ne crois pas. Vous n'êtes pas comme ça. Vous êtes bonne, vraiment bonne. C'est rare. Sarah ne répondit rien, se contentant de libérer lentement sa main et de se lever. Vous avez besoin de vous reposer, dit-elle, reprenant son ton habituel et pragmatique. Et moi, je dois aller chercher de l'ohio et du bois. Elle sortit, et Jack resta seul avec ses pensées. Il était allongé, les yeux fixés sur le plafond, sentant quelque chose changer en lui, quelque chose d'important, de fondamental, comme s'il avait regardé le monde à travers une vitre sale jusqu'à présent, et que maintenant la vitre avait disparu, lui laissant voir tout clairement, sans phare. Quand Sarah revint avec un fagot de brindilles et un seau d'eau, Jack demanda « Pourrais-je essayer de me lever demain? Je veux voir si je peux marcher. » Sarah hocha la tête. « Vous pouvez essayer, mais prudemment. Si vous vous sentez faible ou pris de vertige, rallongez-vous immédiatement. »« D'accord, » accepta Jack. « Et après-demain, si tout va bien, je rentrerai chez moi. » Sarah se figea, le dos tourné. Elle resta immobile quelques secondes, puis acquiesça. « Oui, » dit-elle à voix basse. « Après-demain, vous rentrerez chez vous. Et tout redeviendra comme avant. » Il y avait une telle mélancolie, un tel désespoir dans sa voix, que le cœur de Jack se serra. Il comprit soudain que pour elle aussi, ces 3 jours avaient été importants. Peut-être que pour la première fois depuis des années, elle ne s'était pas sentie invisible. Pour la première fois, quelqu'un l'avait vraiment vue, lui avait parlé, l'avait écouté. Et maintenant, cela allait se terminer. Et elle retournerait à sa vie solitaire, à sa maison, à sa couture, à son invisibilité. « Sarah », l'appela-t-il. Elle se retourna. « Quand je serai rentré, » dit Jack lentement, « je viendrai vous voir, vous rendre visite, discuter. Juste comme ça, pas parce que je le dois, mais parce que je le veux. » Sarah le regarda longuement. Dans ses yeux se mêlaient l'espoir et la méfiance, le désir de croire et la peur d'être à nouveau déçue. « Nous verrons, » dit-elle enfin. « Nous verrons, monsieur Logan. » Et elle se retourna vers le feu, cachant son visage dans l'ombre. Jack se leva le 5e jour après sa blessure. Il le fit lentement, prudemment, s'appuyant de sa main valide contre le mur de la cabane, tandis que Sarah se tenait à côté, prête à le rattraper s'il tombait. Ses jambes étaient en coton, sa tête tournait légèrement, mais il tint bon. Il resta debout quelques secondes, s'habituant à la position verticale, puis fit un premier pas. Puis un second. « Ça marche, » dit-il avec une voix pleine de soulagement. « Je peux marcher ?» Sarah hocha la tête, mais son visage resta sérieux. « N'en faites pas trop, » l'avertit-elle. « La blessure est encore fraîche. Si vous forcez sur l'épaule, le saignement pourrait reprendre. » Jack traversa la cabane d'un mur à l'autre. Quelques pas seulement, mais pour lui, c'était une victoire. Il sentait son corps lui obéir peu à peu, ses muscles, engourdis par des jours d'immobilité,
se remettre à travailler. Le soir, il put sortir, se tenir sur le porche, respirer l'air frais. La soirée d'octobre était fraîche, l'air sentait les feuilles mortes et la fumée des feux lointains. Jack se tenait debout, son épaule valide appuyée contre le chambranle de la porte, et regardait les collines au loin. Sarah était assise sur une marche, les genoux dans les bras. Il se taisait, mais ce n'était pas le silence gêné qui existe entre des étrangers. C'était un silence où chacun sentait la présence de l'autre et n'avait pas besoin de mots. « Demain, j'irai au ranch », dit enfin Jack. « Monsieur Thompson doit s'inquiéter, et le travail s'est accumulé, il faut que j'aide. » Sarah hocha la tête sans lever les yeux. « C'est la bonne décision, » dit-elle doucement. « Vous devez retourner à votre vie. » Jack regarda sa nuque, ses cheveux sombres rassemblés en un chignon strict. Il voulait dire quelque chose d'important, quelque chose qui la convaincrait qu'il n'oublierait pas ses jours, qu'il ne l'oublierait pas elle. Mais les mots ne venaient pas. Comment expliquer ce que lui-même ne comprenait pas encore tout à fait? « Je viendrai vous voir dans quelques jours, » dit-il. « Vous rendre visite, voir comment vous allez. » Sarah tourna la tête, le regardant par-dessus son épaule. Dans la pénombre, son visage semblait plus doux, ses yeux plus sombres. « Ce n'est pas la peine, monsieur Logan, dit-elle. Vous n'êtes pas obligé. »« Je t'essaie, qu'est-ce que je ne suis pas obligé, » objecta Jack. « Mais je le veux. » Sarah ne répondit rien, se contentant de se retourner et de fixer à nouveau les collines. Le lendemain matin, Jack enfila les vêtements que Sarah lui avait apportés. Une chemise et un pantalon un peu grand pour lui, mais tout à fait convenable. Sarah pansa son épaule avec des bandages propres, vérifia que la plaie n'était pas enflammée et lui tendit en silence son chapeau qu'elle avait nettoyé de la boue. « Merci, » dit Jack en mettant son chapeau. « Pour tout. Je ne sais pas comment vous remercier autrement. »« Vivez, » répondit simplement Sarah. « C'est la meilleure des gratitudes. » Ils sortirent ensemble de la cabane. Jack proposa de la raccompagner chez elle, mais Sarah refusa. « J'ai encore des choses à prendre ici, dit-elle. Et vous, il est temps d'aller au ranch. Allez-y, monsieur Logan, et prenez soin de vous. » Jack voulut protester, mais quelque chose dans son ton le retint. Il hocha la tête, se retourna et s'engagea sur le sentier menant à la route. Après quelques pas, il se retourna. Sarah se tenait près de la cabane et le regardait partir. Quand leurs regards se croisèrent, elle leva la main en un geste d'adieu. Jack lui fit un signe en retour et continua son chemin. Le trajet jusqu'au ranch des Thompson prit environ 1 heure. Jack marchait lentement, s'arrêtant toutes les quelques minutes pour reprendre son souffle. L'épaule le lançait, mais la douleur était supportable. Il pensait à Sarah, à son visage, à ses paroles, à la façon dont elle avait pris soin de lui ces derniers jours. Et à chaque pas, quelque chose en lui devenait plus clair. Il ne pouvait pas simplement retourner à sa vie d'avant et l'oublier. Quelque chose avait changé, quelque chose d'important. Le ranch l'accueillit avec bruit et agitation. Les ouvriers, en le voyant, l'entourèrent aussitôt, lui posant des questions, lui tapant sur l'épaule valide. Le vieux Thompson sortit de la maison principale, le visage rayonnant. « Jack, mon garçon, » dit-il en l'étreignant prudemment, pour ne pas toucher son épaule blessée. « Je croyais t'avoir perdu. Mon Dieu, comme je suis heureux que tu sois en vie. »« Moi aussi, je suis heureux, monsieur Thompson, » répondit Jack, sentant sa gorge se nouer d'émotion. « Sans Sarah Green, je ne serais pas là. » Thompson hocha la tête. « Elle est venue, elle m'a raconté. C'est une bonne femme. Dommage que peu de gens en ville l'apprécient et à sa juste valeur. » Jack fut installé dans son ancienne chambre, dans le baraquement des ouvriers. On lui donna à manger, un lit propre, et pour la première fois en 5 jours, il put se laver correctement et dormir. Le lendemain, le vieux Thompson le dispensa des travaux pénibles. Mais Jack s'efforça tout de même d'aider. Il réparait des brides, vérifiait les réserves de foin, parlait aux nouveaux chevaux. Il ne pouvait pas rester inactif. 3 jours passèrent. Jack travaillait, reprenait des forces, discutait avec les autres cow-boys. Mais ses pensées revenaient constamment à Sarah.
Et il se souvenait de son visage à la lueur du feu, de sa voix douce, de ses mains pansant sa blessure. Et il se souvenait de la façon dont elle parlait de sa vie, de sa solitude, du sentiment d'être invisible. Le 4e jour après son retour, il n'y tint plus. Attendant la fin de la journée de travail, il se lava, enfila une chemise propre et se rendit en ville. La maison de Sarah se trouvait à la lisière de Willow Bend, une petite maison de plain-pied, avec une clôture penchée et un petit potager. Jack ouvrit le portillon, suivit l'allée jusqu'au porche et frappa à la porte. Pendant quelques secondes, rien ne se passa. Puis il entendit des pas, et la porte s'entr'ouvrit. Sarah se tenait sur le seuil, le visage exprimant une telle surprise qu'on aurait dit qu'elle voyait un fantôme. « Monsieur Logan, souffla-t-elle, que faites-vous ici ?»« J'avais promis de venir, » répondit Jack. « Puis-je entrer ?» Sarah hésita. Elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, puis le regarda de nouveau. « Les gens vont voir, » dit-elle doucement. « Ils vont parler. »« Qu'ils parlent, » dit Jack calmement. « Ça m'est égal. » Sarah le fixa longuement, puis recula lentement pour le laisser entrer. La maison était petite, mais propre et accueillante. Des meubles simples, des rideaux délavés aux fenêtres, une table contre le mur, couverte de morceaux de tissu et d'accessoires suards de couture. Dans un coin se trouvait un petit poêle, et sur une étagère, quelques livres et une lampe à pétrole. « Asseyez-vous, » dit Sarah en désignant l'unique chaise. « Je vais faire du thé. » Jack s'assit et la regarda s'affairer près du poêle, verser de l'eau dans une bouilloire, sortir des tasses. Ses gestes étaient habituels, précis, mais il voyait que ses mains tremblaient. Elle était nerveuse. « Comment va votre épaule ?» demanda-t-elle sans se retourner. « Elle guérit ?» répondit Jack. « Grâce à vous, la douleur est presque partie. Je peux déjà bouger le bras. »« C'est bien, » acquiesça Sarah. « Ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'inflammation. » Ils se turent. La bouilloire sur le poêle commença à siffler, et Sarah prépara le thé dans 2 tasses en fer blanc. Elle en tendit une à Jack et garda l'autre pour elle. Puis elle s'assit sur le bord du lit, le seul autre endroit où s'asseoir dans la pièce. « Pourquoi êtes-vous venu ?» demanda-t-elle doucement, serrant sa tasse entre ses 2 mains. « Vraiment, pas parce que vous l'aviez promis, mais pour de vrai. » Jack la regarda dans les yeux. « Parce que je ne peux pas m'arrêter de penser à vous, » dit-il simplement. « Parce que pendant ces quelques jours, j'ai vu une personne que je n'avais jamais remarquée auparavant. Et maintenant, je ne peux pas simplement retourner à ma vie d'avant et faire comme si rien n'avait changé. » Sarah baissa les yeux. « Qu'est-ce qui a changé, monsieur Logan ?» demanda-t-elle. « Vous avez guéri, vous êtes retourné au travail. Tout est comme avant. »« Non, » objecta Jack, « pas tout. J'ai changé. Je ne peux plus regarder les gens comme je le faisais avant. Je ne peux plus marcher dans la rue sans remarquer ceux qui restent à l'écart. Je ne peux même t'empêcher de penser à ce que les autres ressentent. » Sarah leva les yeux, et des larmes non versées y brillaient. « Ne faites pas ça, » murmura-t-elle. « Ne me donnez pas d'espoir si vous n'avez pas l'intention de le justifier. J'ai vécu trop longtemps sans espoir. Je m'y suis habitué. Et si vous me le donnez maintenant pour me le reprendre ensuite, je ne le supporterai pas. » Jack se leva, s'approcha d'elle et s'agenouilla près du lit, pour que leurs yeux soient au même niveau. « Je ne le reprendrai pas, » dit-il fermement. « Je le promets. Je viendrai. Je vous parlerai. J'apprendrai à vous connaître. Et si vous me le permettez, je veux devenir votre ami. Un véritable ami. » Sarah le regardait, et des larmes coulaient lentement sur ses joues. Elle ne les essuyait pas, restant assise à pleurer en silence, tandis que Jack tenait sa main dans la sienne, sans la quitter des yeux. « Je ne sais pas comment être l'ami de quelqu'un, » dit-elle enfin à travers ses larmes. « Je n'ai jamais eu d'amis. »« Alors nous apprendrons ensemble, » répondit Jack. À partir de ce jour, il vint la voir chaque semaine. D'abord 1 fois par semaine, le dimanche,
après le service religieux, puis plus souvent, 2 fois, 3 fois. Ils buvaient du thé, parlaient de la vie, du travail, des petites joies et des grandes peines. Jack lui racontait le ranch, les chevaux, le déroulement de ses journées. Sarah lui parlait de sa couture, de ses clientes, des livres qu'elle empruntait à la bibliothèque de l'église. Peu à peu, Jack apprit à la connaître. Il apprit qu'elle aimait lire des romans, mais avait honte de l'avouer, considérant cela comme une perte de temps. Qu'elle avait peur de l'orage, car un jour la foudre avait frappé un arbre près de leur maison, et sa mère avait eu très peur. Qu'elle savait faire une excellente tarte aux pommes, mais n'en faisait jamais, car il n'y avait personne pour la manger. Que la nuit, elle s'asseyait parfois à la fenêtre pour regarder les étoiles, s'imaginant que quelque part, dans un autre monde, il y avait une autre Sarah qui vivait heureuse. Et plus il la connaissait, plus il comprenait qu'il ressentait pour elle quelque chose de plus que de la gratitude ou de l'amitié. La ville remarqua leur rapprochement. Les commérages se répandirent rapidement. Les femmes chuchotaient sur le porche du magasin. Les hommes échangeaient des regards au saloon. Jack Logan et Sarah Green, le beau gosse et la laidron, qu'est-ce qu'ils pouvaient bien lui trouver? Jack entendait ces conversations et se taisait. Il n'avait pas l'intention de se justifier. Mais un jour, alors qu'il était assis au saloon avec quelques cow-boys du ranch, l'un d'eux, un jeune homme nommé Bill, n'y tint plus. « Écoute, Jack, dit-il en se penchant vers lui, tout le monde dit que tu vas voir Sarah Green. C'est vrai? » « C'est vrai, » répondit Jack sans lever les yeux de son whisky. « Mais pourquoi ?» s'étonna Bill. « Elle est, enfin, tu vois, elle n'est pas belle, et elle est vieille. Tu pourrais avoir n'importe quelle fille en ville. Mary Wilson te fait les yeux doux, et c'est une sacrée beauté. » Jack posa lentement son verre sur la table et regarda Bill. « Sarah m'a sauvé la vie, dit-il doucement, mais sa voix était d'acier. Elle n'a pas dormi pendant 3 nuits pour me soigner dans une cabane froide. Elle a partagé sa dernière nourriture avec moi. Elle n'a pas posé de questions stupides et n'attendait rien en retour. Et si tu penses que l'apparence est plus importante que ça, alors je te plains, Bill, parce que tu ne sauras jamais ce qu'est la vraie bonté. » Bill se tut, honteux. Les autres se turent également. Jack finit son whisky, se leva et sortit du saloon. Après tout cet incident, les conversations en ville se calmèrent. Les gens virent que Jack était sérieux et cessèrent de discuter de son choix à voix haute. Mais les regards restèrent curieux, perplexes, parfois réprobateurs. Pour Sarah, c'était plus difficile. Les jeunes femmes qui l'ignoraient simplement auparavant la regardaient maintenant avec une hostilité non dissimulée. Certaines cessèrent de lui apporter des commandes, préférant se rendre dans la ville voisine chez une autre couturière. Sarah ne se plaignait pas, mais Jack voyait à quel point cela la blessait. « Peut-être que vous ne devriez plus venir, dit-elle un jour. À cause de moi, vous pourriez avoir des ennuis. » « Quels ennuis ?» demanda Jack. « Les gens parlent, répondit doucement Sarah. Ils pensent qu'entre nous, que nous, elle ne termina pas. Mais Jack comprit. « Et que pense-t-il » demanda-t-il. « Que vous m'avez déshonoré là-bas, dans la cabane, dit Sarah en rougissant. Que maintenant vous venez ici par culpabilité, ou parce que je vous ai séduit d'une manière ou d'une autre. » Jack se mit à rire, non pas d'un rire moqueur, mais amer. « Les gens ne voient que ce qu'ils veulent voir, dit-il. Ils n'imaginent pas qu'un homme et une femme puissent simplement discuter, être amis. Pour eux, tout doit être sale, scandaleux. Mais cela nuit à votre réputation, insista Sarah. Vous comprenez, n'est-ce pas? Avant, tout le monde vous admirait, et maintenant... Et maintenant qu'ils pensent ce qu'ils veulent, l'interrompit Jack. Sarah, écoutez, j'ai passé 28 ans à vivre comme on l'attendait de moi, à sourire quand il le fallait, à concourir quand il le fallait, à jouer le rôle du beau cow-boy que tout le monde aime. Et c'est seulement avec vous que je peux être moi-même. Juste Jack, sans masque, sans comédie. Vous croyez que je vais renoncer à ça pour l'approbation de quelqu'un?
Sarah le regardait, et dans ses yeux s'allumait lentement l'espoir. Celui-là même qu'elle craignait tant. « Je ne sais pas quoi dire, » murmura-t-elle. « Ne dites rien, » répondit Jack. « Laissez-moi simplement venir. Laissons-nous être amis. Le reste n'a pas d'importance. » Et Sarah hocha la tête, s'autorisant pour la première fois depuis longtemps à sourire vraiment. Octobre laissa place à novembre, et l'air se chargea de l'odeur de l'hiver approchant. Le matin, l'herbe se couvrait de givre, et le souffle se transformait en nuages blancs. Jack continuait de rendre visite à Sarah, et ces visites devinrent pour lui la partie la plus importante de la semaine. Plus que le travail au ranch, plus que les soirées au saloon avec les autres cow-boys, plus que toute autre chose. Il venait le dimanche après-midi, s'asseyait à sa petite table, buvait du thé dans des tasses en fer blanc et discutait. Parfois, il restait silencieux, et ce silence était rempli d'une paix que Jack n'avait jamais connue auparavant. Sarah cousait, l'aiguille dansante entre ses doigts, et il restait simplement assis à côté d'elle, regardant les points se former, une nouvelle robe ou une chemise naître sous ses mains. Un jour, il lui apporta un livre. Il avait vu un recueil de poèmes à la bibliothèque de l'église et avait pensé que cela pourrait plaire à Sarah. Quand il lui tendit le livre, son visage s'illumina comme s'il lui avait offert le plus précieux des trésors. « Whitman », lut-elle sur la couverture. « J'ai entendu parler de lui, mais je ne l'ai jamais lu. »« Alors lisez, » dit Jack, « et ensuite vous me direz si ça vous a plu. » Sarah serra le livre contre sa poitrine, et des larmes brillèrent dans ses yeux. « Merci, » murmura-t-elle. « Personne ne m'a jamais offert de livre. » Jack la regarda et sentit quelque chose se retourner en lui. Comme il fallait peu de choses à cette femme pour être heureuse. Juste un livre, juste l'attention de quelqu'un, juste le sentiment de ne pas être indifférente à quelqu'un. La semaine suivante, elle avait lu le livre et lui récitait les poèmes qu'elle avait mémorisés. Sa voix tremblait d'émotion. Ses joues étaient en rouge. Elle parlait de la beauté des mots, de la façon dont le poète décrivait le monde, de ce qu'elle avait ressenti en lisant ces lignes. Jack écoutait et pensait qu'il ne l'avait jamais vue aussi vivante, aussi inspirée. « Vous êtes étonnante, » dit-il quand elle se tut. Sarah, gênée, baissa les yeux. « Ce sont juste les poèmes qui m'ont tant émue, » balbutia-t-elle. « Non, » objecta Jack, « ce ne sont pas les poèmes. C'est vous. La façon dont vous ressentez, dont vous voyez le monde. Vous remarquez la beauté là où d'autres passent sans la voir. » Sarah leva les yeux, et leurs regards se croisèrent. Pendant quelques secondes, ils se fixèrent, et Jack sentit son cœur battre plus vite. Quelque chose se changeait entre eux. Quelque chose d'invisible, mais de très palpable. Mi-novembre, un marchand de bétail de Chesterton arriva à Willow Bend. Il s'appelait Walter Gray, avait une quarantaine d'années, un homme trapu, de petite taille, avec une barbe poivre et sel et des yeux bruns intelligents. Il s'installa à l'hôtel de la rue principale et commença à visiter les fermes et les ranchs pour discuter des prix du bétail. Jack le rencontra au ranch des Thompson lorsqu'il vint inspecter le troupeau. Ils engagèrent la conversation et Gray se révéla être un interlocuteur agréable, cultivé, spirituel, sans la rudesse caractéristique de nombreux hommes de l'Ouest. « Je resterai ici environ 2 semaines, » dit Gray en tirant sur son cigare. « Je dois visiter toutes les fermes du comté, négocier les livraisons pour le printemps. Votre ville est calme, paisible. Ça me plaît. » Jack hocha la tête. « Oui, c'est tranquille ici, parfois même un peu trop. » Le dimanche suivant, quand Jack se rendit chez Sarah, il la trouva en compagnie d'un invité. Walter Gray était assis à table, buvant du thé et discutant vivement de quelque chose avec Sarah. En voyant Jack sur le seuil, il se leva et lui tendit la main. « Monsieur Logan, quelle rencontre !» dit-il amicalement. « Madame Foster de l'hôtel m'a conseillé de m'adresser à Mademoiselle Graine si j'avais besoin de faire réparer ma redingote. Alors me voilà. »« Appelez-moi Sarah, » corrigea doucement Sarah. « Asseyez-vous, monsieur Logan. »
Monsieur Gray était sur le point de partir. « Oui, oui, bien sûr », acquiesça Gray en mettant son chapeau. « Merci pour le thé, Mazelgren. Je passerai dans quelques jours récupérer ma redingote. » Il fit un signe de tête à Jack et sortit. Jack le suivit du regard, puis se tourna vers Sarah. Elle était debout près de la table, rangeant la vaisselle, son visage calme. Mais il remarqua une légère rougeur sur ses joues. « C'est un homme agréable, » dit-elle, « cultivé. Il a beaucoup voyagé, beaucoup vu. Il m'a parlé de San Francisco, de la Nouvelle-Orléans. C'est très intéressant de l'écouter. » Jack sentit quelque chose se serrer en lui. Un sentiment étrange, désagréable, qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. De la jalousie? Non, impossible. Sarah et lui n'étaient que des amis. Il n'avait aucun droit d'être jaloux. Mais le sentiment persistait. « Il vient souvent ici ?» demanda Jack, s'efforçant de paraître désinvolte. « C'est la première fois aujourd'hui, » répondit Sarah. « Mais il a dit qu'il resterait en ville pendant 2 semaines. Peut-être qu'il repassera. » Jack hocha la tête et se tut. Le reste de sa visite se déroula dans un silence quelque peu gêné. Il essaya de parler, de plaisanter comme d'habitude. Mais les mots ne venaient pas. Sarah semblait également pensive. Quand il partit, elle le raccompagna jusqu'à la porte et lui dit « Vous êtes un peu étrange aujourd'hui, monsieur Logan, quelque chose ne va pas ?»« Non, » mentit Jack. « Juste fatigué du travail. Tout va bien. » Il partit, mais tout le long du chemin du retour au ranch, il pensa à Walter Gray, à la façon dont il était assis à la table de Sarah, buvant du thé, discutant avec elle, à la façon dont le visage de Sarah s'illuminait quand elle parlait de ses récits, au fait que Gray était cultivé, instruit, qu'il avait vu le monde, tout ce que Jack n'était pas. Les jours suivants, Jack ne tint pas en place. Il travaillait au ranch, mais ses pensées revenaient constamment à Sarah. Il imaginait Gray retournant la voir, discutant avec elle, la faisant sourire. Et ce sentiment en lui devenait de plus en plus fort, de plus en plus insupportable. Il comprit enfin ce que c'était. Il était tombé amoureux de Sarah Green. Cette prise de conscience fut comme un choc. Il était assis dans le baraquement après le travail, regardant par la fenêtre le ciel qui s'assombrissait, et soudain tout devint clair. Voilà pourquoi il pensait à elle constamment. Voilà pourquoi ses visites étaient la chose la plus importante de sa vie. Voilà pourquoi l'idée qu'un autre homme puisse s'intéresser à elle lui causait une telle douleur. Il était amoureux d'une femme que tout le monde considérait comme laide, d'une femme qui vivait dans l'ombre et se croyait indigne d'amour, d'une femme qui lui avait sauvé la vie et lui avait montré ce qu'était que la vraie bonté. Jack ferma les yeux et sourit. Quelle ironie du sort! Toute sa vie, les plus belles filles de la ville avaient rêvé de son attention, et il était tombé amoureux de celle que personne ne remarquait. Mais ce n'était pas une ironie, c'était juste. C'était la seule chose juste qui lui soit arrivée dans toute sa vie. La question était de savoir quoi faire maintenant. L'avouer à Sarah, mais si elle ne le croyait pas, si elle pensait qu'il se moquait d'elle, si elle prenait peur et s'éloignait de lui. Jack passa une nuit blanche, se tournant et se retournant dans sa couchette, réfléchissant à tout cela. Au matin, il prit une décision. Ne rien dire pour l'instant. Simplement être là, continuer à lui rendre visite, lui montrer par ses actions qu'elle était importante pour lui. Et quand le moment viendrait, s'il venait, il trouverait les mots pour dire la vérité. Mais 3 jours plus tard, lorsqu'il se rendit de nouveau chez Sarah, tout changea. Elle ouvrit la porte, et il vit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Ses yeux étaient rouges, comme si elle avait pleuré. Son visage était pâle, ses lèvres fermement pincées. « Que s'est-il passé ?» demanda Jack en entrant. « Sarah, qu'est-il arrivé ?» Elle ferma la porte, s'y adossa et cacha son visage dans ses mains. Ses épaules se mirent à trembler. « Madame Parker était venue ce matin ?» dit-elle à travers ses larmes. « Elle a dit qu'elle ne me commanderait plus de travaux de couture. Elle a dit que je m'étais déshonoré, que des hommes venaient à chez moi, que je m'accrochais à Monsieur Logan alors qu'à mon âge, je devrais connaître ma place.
Elle a dit que les autres femmes cesseraient aussi de venir si je ne mettais pas fin à cette relation avec vous. Jack écoutait, et la colère bouillait en lui. Madame Parker, cette vieille vipère qui avait passé sa vie à empoisonner celle des autres avec sa langue venimeuse. Ne l'écoutez pas, dit-il en s'approchant. C'est juste une vieille femme méchante qui n'a rien de mieux à faire que de médire. Mais elle a raison, sanglota Sarah. Je n'aurais pas dû vous laisser venir si souvent. Les gens disent qu'il y a quelque chose entre nous, que je profite de votre gratitude, que je... Arrêtez, l'interrompit Jack. Vous croyez vraiment que je viens par gratitude? Sarah leva vers lui des yeux pleins de larmes. Pour quelle autre raison? Demanda-t-elle. Je n'ai rien à vous offrir. Je suis laide, vieille, ennuyeuse. Je n'ai ni argent, ni famille, ni avenir. Pourquoi viendriez-vous me voir si ce n'est par devoir? Jack la regarda, et quelque chose en lui se brisa. Tous ses plans d'attendre, de ne pas se précipiter, de lui laisser le temps, tout s'envola. Il ne pouvait plus se taire. « Parce que je suis tombé amoureux de vous », dit-il simplement. Silence. Sarah se figea. Ses yeux s'écarquillèrent. Elle le regardait, comme si elle ne comprenait pas ses mots. « Quoi ?» murmura-t-elle enfin. « Je suis tombé amoureux de vous », répéta Jack en faisant un pas de plus. « Je ne sais pas quand c'est arrivé. Peut-être quand vous me soignez dans la cabane. Peut-être quand vous me parliez des poèmes avec un tel feu dans les yeux. Peut-être simplement quand vous étiez assise à la fenêtre à regarder le coucher du soleil. Mais c'est arrivé. Et maintenant, je ne peux pas imaginer ma vie sans ces visites, sans nos conversations, sans le simple fait d'être à vos côtés. » Sarah secoua lentement la tête. « Non, dit-elle, ce n'est pas possible. Vous êtes juste... Reconnaissant, vous confondez les sentiments. Je ne suis pas le genre de femme dont on tombe amoureux. Vous êtes la femme la plus bonne, la plus sincère, la plus authentique que j'ai jamais rencontrée. » L'interrompit Jack. « Vous m'avez sauvé non seulement la vie, mais aussi l'âme. Vous m'avez montré qui j'étais, superficiel, aveugle, stupide. Vous m'avez appris à voir au-delà de l'apparence, à voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et je ne suis pas tombé amoureux de votre apparence. Je suis tombé amoureux de vous, de votre bonté, de votre force, de la façon dont vous n'avez pas cédé sous le poids de la solitude, de la façon dont vous trouvez la beauté dans les choses simples. Voilà de quoi je suis tombé amoureux. » Sarah se tenait là, les mains pressées contre sa poitrine, des larmes coulant sur son visage. Elle tremblait de tout son corps, comme une feuille au vent. « J'ai peur, » murmura-t-elle, « peur de croire. Peur que ce soit un rêve, que je vais me réveiller et que tout redeviendra comme avant. Peur que vous réalisiez votre erreur et que vous partiez. Je ne le supporterai pas. » Jack prit doucement ses mains. Elles étaient froides, tremblantes. « Je ne partirai pas, » dit-il doucement mais fermement. « Je le promets, je resterai, aussi longtemps que vous me le permettrez. » Sarah le regarda longuement. Un combat se livrant dans ses yeux entre la peur et l'espoir, la méfiance et le désir désespéré de croire. Puis, lentement, comme si elle craignait qu'il ne disparaisse si elle le touchait, elle leva une main et effleura son visage. Ses doigts se tremblaient, mais son contact était tendre, presque révérencieux. « Personne ne m'a jamais dit de telles choses, » murmura-t-elle. « Personne ne m'a jamais regardé comme vous le faites maintenant. » « Alors il est temps que quelqu'un commence, » répondit Jack. Ils restèrent ainsi, se tenant par la main, se regardant dans les yeux. Et il régnait dans la pièce un silence si profond qu'on n'entendait que le crépitement du bois dans le poêle et leur respiration. « Moi aussi, » murmura enfin Sarah. « Moi aussi je suis tombée amoureuse de vous. Mais j'avais peur de me l'avouer, même à moi-même, parce que cela semblait impossible. Les gens comme moi n'ont pas de chance en amour. Alors, peut-être qu'il est temps de changer cette injustice, dit Jack, et, se penchant, il l'embrassa doucement, tendrement. Le baiser fut court, chaste, mais il contenait tant de tendresse, tant de promesses, que lorsqu'ils se séparèrent, ils tremblaient tous les deux.
Sarah pressa son visage contre sa poitrine, et Jack l'enlaça, sentant tout son corps secoué de sanglots silencieux. Il lui caressait les cheveux, l'embrassait sur le sommet du crâne, et lui murmurait que tout irait bien, qu'il était là, qu'il ne partirait nulle part. Et pour la première fois en 32 ans, Sarah Greene se sentit aimée. Décembre arriva avec la première neige. De doux flocons blancs tombaient du ciel, recouvrant les collines et les toits des maisons, transformant Willow Bend en une image de carte de Noël. Jack se tenait à la fenêtre du baraquement et regardait les flocons tournoyer dans l'air. Dans 1 heure, il devait se rendre chez Sarah, et son cœur battait plus vite à cette seule pensée. 3 semaines s'étaient écoulées depuis le jour où il lui avait avoué son amour. 3 semaines qui avaient tout changé. Maintenant, quand il venait la voir, il ne se contentait pas de parler. Il se tenait la main, s'asseyait près du poêle, il lui lisait des histoires à voix haute, et elle posait sa tête sur son épaule. Parfois, il l'embrassait, doucement, tendrement, comme s'il craignait qu'elle ne soit fragile et ne se brise. Chaque fois que leurs lèvres se rencontraient, Jack sentait une chaleur se répandre en lui. Une chaleur que ni le whisky, ni une victoire à un concours, ni l'admiration de la foule ne pouvaient lui procurer. Mais la ville n'accepta pas leur relation. Les commérages reprirent de plus belle. Les femmes en discutaient ouvertement dans les rues. Les hommes secouaient la tête avec désapprobation. Madame Parker avait rassemblé un groupe de partisanes qui, désormais, se détournaient ostensiblement à la vue de Sarah. Les commandes de couture se firent rares. Seules 2 ou 3 femmes, indifférentes au ragot, lui apportaient encore du travail. Jack voyait à quel point cela blessait Sarah, même si elle s'efforçait de ne rien montrer. Il voyait comment elle baissait les yeux en passant devant un groupe de femmes sur le porche du magasin. Il voyait ses lèvres se pincer lorsqu'une autre cliente venait chercher son travail et partait sans un mot de plus. « Peut-être que vous ne devriez vraiment pas venir si souvent, » dit-elle un jour. « À cause de moi, vous perdez le respect de la ville. » Jack lui prit la main. « Qu'importe, » répondit-il. « Leur respect vaut moins qu'1 heure passée avec vous. » Mais au fond de lui, il savait que cela ne pouvait pas durer. Sarah avait vécu toute sa vie dans cette ville, et c'était tout ce qu'elle avait. Si la ville la rejetait complètement, elle se retrouverait seule, sans travail, sans moyens de subsistance. Il devait faire quelque chose. Ce soir-là, quand il arriva chez Sarah, elle était assise à la fenêtre, regardant la neige tomber. Son visage était pensif, presque triste. Jack s'assit à côté d'elle, lui prit la main. « À quoi pensez-vous » demanda-t-il doucement. Sarah se tourna vers lui, et des larmes non versées brillaient dans ses yeux. « À tout cela qui n'est pas juste, » dit-elle. « Vous méritez mieux, Jack. Vous méritez une femme dont la ville serait fière, pas une que tout le monde condamne. Vous méritez le bonheur, pas ces commérages et ces regards de travers. » Jack secoua la tête. « Vous êtes mon bonheur, » dit-il simplement. « Ne le comprenez-vous pas? Peu m'importe ce que pense la ville, seul ce que je ressens compte. Et je sens que pour la première fois de ma vie, je vis vraiment. » Sarah pressa sa main contre sa joue. « Mais je ne veux pas que vous souffriez à cause de moi, » murmura-t-elle. « Je ne veux pas que vous perdiez vos amis, votre travail, votre place dans cette ville. »« Alors partons, » dit Jack. Sarah se figea. « Quoi ?» Jack se tourna complètement vers elle, prenant ses 2 mains dans les siennes. « Partons d'ici, » répéta-t-il. « Allons dans une autre ville, où personne ne nous connaît, où il n'y aura ni commérage ni jugement. J'ai entendu dire qu'un nouveau ranch ouvre à Chesterton. Il cherche des ouvriers. Et là-bas, il y a sûrement besoin d'une couturière. Nous pourrions y commencer une nouvelle vie. Ensemble. » Sarah le regardait avec des yeux grands ouverts. « Vous êtes sérieux ?» souffla-t-elle. « Vous êtes prête à tout quitter? Le ranch, Monsieur Thompson, cette ville, pour moi ?»« Pas pour vous, » corrigea Jack, « pour nous. »« Sarah, je ne veux plus me cacher. Je ne veux plus que vous souffriez. Je veux que nous soyons ensemble, ouvertement, sans peur, sans honte.
Et si c'est impossible ici, alors trouvons un endroit où c'est possible. » Sarah resta longtemps silencieuse. Sur son visage se lisaient des sentiments contradictoires, espoir, peur, doute. Finalement, elle dit doucement, « J'ai vécu toute ma vie dans cette maison. C'est le seul endroit que je peux appeler mon foyer. Si je pars, je perdrai tout ce qui reste de mes parents, de mon passé. Mais vous gagnerez un avenir, » dit Jack. « Notre avenir. » Sarah ferma les yeux, et des larmes coulèrent sur ses joues. « Donnez-moi le temps de réfléchir, » murmura-t-elle. « S'il vous plaît, c'est une décision si importante. Je ne peux pas la prendre tout de suite. » Jack hocha la tête, l'attira contre lui et l'enlaça. Ils restèrent ainsi tandis que le ciel s'assombrissait et que la neige continuait de tomber, recouvrant la terre d'un manteau blanc. 2 jours plus tard, un événement changea tout. Jack travaillait au ranch, réparant une clôture dans un enclos éloigné, quand un des ouvriers accourut avec la nouvelle. Il y avait un incendie en ville. Une maison brûlait à la lisière. La maison de Sarah Green. Jack lâcha ses outils et se mit à courir. Il courut à travers les champs, sur la route, dépassant des passants surpris, sans sentir la fatigue, sans rien remarquer autour de lui. Une seule pensée martelait son esprit. Sarah, pourvu qu'elle soit en vie, pourvu qu'elle soit en vie. Quand il arriva à sa maison, la rue était bondée. Des hommes acharnés avec des seaux courayant du puits à la maison, jetant de l'eau sur les flammes. Des femmes y se tenaient en petits groupes, chuchotant. Le feu s'échappait des fenêtres, la fumée obscurcissait que le ciel. « Où est-elle » cria Jack, attrapant l'homme le plus proche par l'épaule. « Où est Sarah ?»« On l'a sortie, » répondit l'homme en montrant l'autre côté de la rue. « Là, regarde. » Jack se retourna et la vit. Sarah était assise par terre, le dos appuyé contre la clôture de la maison voisine. Son visage était noirci de suie, ses cheveux en désordre, ses mains brûlées. À côté d'elle, le docteur Wilson, arrivé en ville 1 mois plus tôt, lui pansait les mains. Jack se précipita vers elle, tomba à genoux à ses côtés. Sarah souffla-t-il en lui prenant le visage entre ses mains. « Vous êtes en vie. Mon Dieu, vous êtes en vie. » Elle le regarda d'un air hébété, puis sourit faiblement. « En vie ?» murmura-t-elle. « Juste un peu brûlé. Que s'est-il passé ?»« Le poêle, » répondit-elle. Je l'allumai, et une étincelle a dû sauter. Quand j'ai vu le feu, il était déjà trop grand. J'ai essayé de l'éteindre, mais je n'ai pas eu le temps. Monsieur Harrison a vu la fumée et m'a sorti de là. Jack l'enlaça, la serrant contre lui, sans se soucier de la suie et des cendres sur ses vêtements. Il la tenait simplement et remerciait tous les saints qu'elle soit en vie. « La maison a brûlé, » dit Sarah doucement, en regardant les ruines fumantes. « Tout ce que j'avais, tout. » Sa voix tremblait, mais il n'y avait pas de larmes, comme si elle était trop sous le choc pour pleurer. Jack desserra son étreinte, la regarda dans les yeux. « Vous m'avez, moi, » dit-il fermement, « et c'est tout ce qui compte. » Le soir, l'incendie fut éteint, mais il ne restait de la maison que des murs calcinés et des cendres. Tout ce que Sarah avait accumulé pendant des années, tout ce qui lui rappelait ses parents, tout ce qui constituait sa vie, avait brûlé. Monsieur Thompson, apprenant la nouvelle, proposa à Sarah de loger temporairement dans une chambre d'amis au ranch. Jack l'y conduisit, l'aida à s'installer, lui apporta de l'eau, des vêtements propres. Elle était assise sur le lit, les genoux dans les bras, le regard perdu dans le vide. « Je n'ai plus rien, » dit-elle doucement. « Pas de maison, pas de travail, rien. Je suis devenu un fardeau pour tout le monde. » Jack s'assit à côté d'elle, lui prit la main. « Vous n'êtes pas un fardeau, » dit-il. « Et maintenant, vous n'avez plus de raison de rester ici. Partons, Sarah, à Chesterton. Commençons une nouvelle vie là-bas. Je trouverai du travail, vous aussi. Nous louerons une petite maison. Nous vivrons ensemble. » Sarah le regarda longuement. « Vous voulez dire » commença-t-elle avant de se taire.
Jack sortit de sa poche une petite boîte. Il l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une simple bague en or, celle qui avait appartenu à sa mère, et qui était la seule chose qui lui restait d'elle. « Épousez-moi, Sarah, dit-il. Devenez ma femme, pas parce que vous n'avez nulle part où aller, mais parce que je vous aime, parce que je ne peux pas y imaginer ma vie sans vous, parce que vous êtes la meilleure chose qui me soit arrivée. » Sarah regardait la bague, et les larmes se mirent enfin à couler sur son visage. Elle couvrit sa bouche de ses mains, sanglotant. « Vous êtes sûre, murmura-t-elle à travers ses larmes. Vous voulez vraiment m'épouser? Moi, la laide, la pauvre, la brûlée? » Jack prit son visage dans ses paumes, essuya ses larmes avec ses pouces. « Vous n'êtes pas laide, dit-il. Pour moi, vous êtes la plus belle femme du monde, parce que je ne vois pas seulement votre visage, je vois votre âme, et elle est assez magnifique. » Sarah le regardait, et dans ses yeux se lisait toute la douleur des années passées, toute la mélancolie de la solitude, tout l'espoir qui avait failli mourir, et avec cela, l'amour. Un amour immense, dévorant pour cet homme qui avait vu en elle ce que personne d'autre n'avait vu. « Oui, » murmura-t-elle, « oui, je veux vous épouser. » Jack lui passa la bague au doigt, et elle lui allait parfaitement, comme si elle avait été faite pour elle. Puis il l'embrassa, longuement, tendrement, promettant par ce baiser tout ce que les mots ne pouvaient exprimer. Une semaine plus tard, ils quittèrent Willow Bend. Le vieux Thompson donna à Jack une lettre de recommandation et un peu d'argent pour la route. Quelques ouvriers du ranch vinrent leur dire au revoir, lui serrèrent la main, leur souhaitèrent bonne chance. Personne de la ville ne vint, seulement M. Harrison, celui qui avait sorti Sarah du feu, qui lui apporta un baluchon de nourriture pour la route et leur souhaita bonne chance à tous les deux. Ils prirent la diligence pour Chesterton, assis côte à côte, se tenant la main. Sarah regardait par la fenêtre les collines qui défilaient, celles-là même qu'elle avait vues toute sa vie, et ressentait un étrange mélange de tristesse et de soulagement. Elle quittait le seul foyer qu'elle ait jamais connu. Mais pour la première fois, elle ne partait pas seule. Pour la première fois, il y avait à ses côtés un homme qui l'aimait. À Chesterton, ils louèrent une petite maison à la périphérie de la ville. 2 pièces, une petite cuisine, mais pour eux, c'était un palais. Jack trouva du travail dans un ranch voisin. Sarah ouvrit un atelier de couture. Le travail démarra lentement, mais sûrement. Les femmes, apprenant qu'une nouvelle couturière s'était installée en ville, commencèrent à lui apporter des commandes. Sarah cousait bien, vite, à bon prix, et peu à peu, sa clientèle s'agrandit. 1 mois après leur arrivée, ils se marièrent dans la petite église de Chesterton. Il n'y avait pas d'invités au mariage, seulement le prêtre et 2 témoins trouvés dans la rue. Mais quand Jack passa l'alliance au doigt de Sarah et l'embrassa devant l'autel, elle eut l'impression que le monde entier s'illuminait. Le soir, dans leur petite maison, ils étaient assis près du poêle, se tenant la main. Dehors, la neige tombait, recouvrant la terre d'un manteau blanc. À l'intérieur, il faisait chaud et bon. « Heureuse ?» demanda Jack doucement. Sarah se tourna vers lui, un sourire sur le visage, un vrai sourire, ouvert, sans l'ombre de sa tristesse passée. « Heureuse », répondit-elle. « Pour la première fois de ma vie, vraiment heureuse. » Jack l'attira plus près, l'embrassa sur la tempe. « Vous savez ce que j'ai compris ?» dit-il. « Toute ma vie, j'ai cru que j'avais de la chance. De la chance avec mon physique, mon travail, les gens. Mais en réalité, je n'ai eu de la chance qu'une seule fois. Quand je suis tombé, blessé, près de ce ruisseau et que vous m'avez trouvé, c'est là que j'ai vraiment eu de la chance. » Sarah se blottit contre lui, ferma les yeux. « Non, » dit-elle doucement, « c'est moi qui ai eu de la chance. Pendant 32 ans, j'ai vécu dans l'ombre, pensant que je ne méritais pas l'amour. Et puis vous êtes arrivé et vous m'avez montré que je me trompais. Que l'amour ne vient pas aux plus beaux, ni aux plus riches, ni aux plus chanceux. Il vient à ceux qui sont prêts à ouvrir leur cœur. » Ils restèrent ainsi longtemps,
écoutant le crépitement du bois dans le poêle et le murmure de la neige dehors. Deux êtres que le destin avait réunis au bon moment. Deux êtres qui avaient trouvé l'un en l'autre ce qu'ils avaient en cherché toute leur vie, sans même le savoir. Jack Logan et Sarah Green, le bel homme et celle qui se croyait laide. Leur histoire d'amour ne ressemblait pas au roman que Sarah lisait dans sa jeunesse. Il n'y avait ni bal somptueux ni déclarations passionnées au clair de lune. Mais il y avait quelque chose de plus grand, un sentiment authentique, né de la gratitude, du respect et de la compréhension que la vraie beauté ne réside pas dans les traits d'un visage, mais dans la profondeur de l'âme. Et bien des années plus tard, quand leurs enfants leur demandaient comment ils s'étaient rencontrés, Jack répondait toujours la même chose. « J'étais en train de mourir près d'un ruisseau, et votre mère m'a sauvé la vie. Et ce jour-là, j'ai compris que la vraie beauté n'est pas ce qui est à l'extérieur, c'est ce qui est à l'intérieur. Et votre mère s'est avérée être la plus belle femme que j'ai jamais rencontrée. » Et Sarah ajoutait en souriant, « Et moi j'ai compris que parfois, il faut sauver la vie de quelqu'un pour sauver la sienne. » Et les enfants écoutaient cette histoire encore et encore, sans se lasser, car c'était une histoire d'amour véritable, celui qui ne vient pas tout de suite, ni facilement, mais qui dure pour toujours.